nous avons le plaisir d'accueillir 4 personnes, dont un chercheur du LETI, donc Christophe Martinez. Je commence par lui parce que voilà, c'est plus facile pour moi, donc du laboratoire visualisation et éclairage. Et Christophe a travaillé avec des artistes, des personnes du monde des artistes, bon, je vais y arriver. Joris Mathieu, qui est metteur en scène et qui est directeur du théâtre Nouvelle Génération de Lyon. Et il est accompagné de Nicolas Boudier, concepteur de dispositifs scéniques. Et donc, ces 3 personnes ont travaillé ensemble dans le cadre d'un projet qui s'inscrit dans... excusez-moi, dans l'activité de l'atelier Arts et Sciences, dont Eliane Sauce, secrétaire générale et directrice de l'atelier Arts et Sciences, sur lequel elle va nous faire une introduction. Eliane, la parole est à toi. Merci. Bonjour. Donc l'atelier Arts Sciences est une plateforme de recherche commune au CEA et à l'Hexagone Scène Nationale de Mélan. Donc le CEA, 6500 personnes là, qui travaillent derrière nous, et l'Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, un théâtre à Mélan avec 18 personnes. L'équipe de l'atelier Arts Sciences est une équipe de moins de 10 personnes, constituée de personnel de l'Hexagone et du CEA. On est logé à la maison des Open Labs, là, de l'innovation un petit peu plus loin, 29 rue Esclangon. Et notre mission est de faire travailler ensemble artistes et scientifiques. Depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons accompagné plus de 40 projets montés entre artistes et scientifiques. Donc aujourd'hui, on va vous parler du projet Artefact, qui a été mis en route déjà depuis plus d'une année. Au sein de l'équipe de l'atelier, il a été accompagné par Laurence Bardini et Nathalie Brière, qui sont ici présentes au premier rang et qui, au besoin, pourront répondre aussi à vos questions. Artefact, on va vous expliquer ce que c'est, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'Experimenta, le salon et la biennale, vous pourrez voir tout à l'heure le dispositif en bas dans le salon Minatek. Il est visible aujourd'hui, il est encore visible demain toute la journée jusqu'à 19h. Ce salon est gratuit et ouvert à tous les publics. Et il fait aussi l'objet d'un spectacle et de représentations théâtrales qui se déroule à la MC2 depuis le début de la semaine et avec de multiples représentations tout au long de la journée, encore aujourd'hui et demain. Alors je pense qu'il reste pratiquement plus de place, mais tentez votre chance en téléphonant à la MC2. Je vais donc simplement vous dire que les projets qui sont montés à l'atelier Arts Sciences sont de formes extrêmement différentes. On essaye de chaque fois adapter notre accompagnement. Il y a des projets qui se montent en quelques jours et d'autres qui se montent en une année. Mais vous allez en savoir plus tout de suite sur le projet Artefact et je vais donc laisser la parole à Christophe Martinez. Bien, bonjour, je vais lancer la présentation. Voilà, je vais vous parler de la collaboration qu'on a eue avec Joris et Nicolas. Donc, ce travail a été réalisé au laboratoire de composants, de visualisation éclairage. Donc, je remercie aussi les personnes de l'équipe qui ont contribué au projet. Yann, Nicolas, Frédéric, Denis et Kevin. Donc, je vais vous parler déjà du laboratoire. Donc, le laboratoire dans lequel s'est fait ce projet a une grosse activité dans le développement de micro-écrans. Donc, c'est des écrans qui vont ressembler beaucoup à ce que vous avez sur votre bureau ou dans votre salon, sauf qu'ils ont une taille de timbre-poste, comme on peut le voir sur cette image-là. Donc, des tout petits écrans qui sont développés et fabriqués ici, au CEA, à Grenoble, sur des technologies qui vont être des technologies à base de LED organique ou de LED inorganique. Donc, on voit notamment la photo du haut avec des petits empilements de matériaux qui permettent de faire des LED de taille de quelques dizaines de microns, inférieur à 10 microns. On a d'ailleurs une thèse qui se soutient dans le labo, François Olivier, le 15 mars, si ça vous intéresse, vous pouvez, voilà, je vous invite à aller suivre cette thèse. Donc les applications qu'on va trouver sur ces écrans, ça va être dans des dispositifs qui vont être plutôt proches de l'œil, du fait de la petite taille des écrans, pour des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle ou mixte, ou bien pour des viseurs haute performance.
Donc une bonne partie du laboratoire travaille sur les aspects technologiques, mais une autre partie travaille plutôt sur la conception des dispositifs optiques, comme on le voit là sur la photo des lunettes HoloLens de Microsoft en version éclatée, qui vont contenir donc des micro-écrans, mais aussi des dispositifs optiques de mise en forme des faisceaux ou de combinaison des faisceaux. Plus largement, on travaille aussi sur de la réflexion sur des dispositifs visuels innovants, et dans cet ordre-là, on avait étudié un petit peu tout ce qu'on appelle les dispositifs à imagerie flottante. Alors, les dispositifs à imagerie flottante, c'est un sujet qui intéresse les créateurs et le public depuis bien des décennies, de Méliès jusqu'à Minority Report, là comme on le voit sur ces images du haut. Et en 2016, l'atelier Art Science nous a proposé de rencontrer Joris et Nicolas pour essayer de réfléchir autour de ces dispositifs qu'eux-mêmes utilisent dans leur spectacle. Alors voilà, là on voit par exemple une photo que j'ai récupérée sur Internet d'un de leurs spectacles, où on voit une image numérique qui est superposée à un acteur. Alors la grosse différence qu'il faut voir entre l'image du travail de Joris et Nicolas et des images du haut, c'est qu'en haut on est dans le domaine du cinéma, c'est-à-dire que les effets spéciaux vont être ajoutés en post-production, de manière artificielle on va dire, avec du traitement d'image, alors que là on est dans le monde réel. Il faut que l'artifice visuel intervienne dans le temps réel de la performance. Et donc, c'est des sujets qui nous intéressent, nous, puisqu'on est dans la réalité d'un dispositif. Donc, ce travail, nous, on l'a mené avec eux en lien avec une activité qu'on a au laboratoire sur tout ce qui est projection sur surface transparente. Donc, on trouve plein d'applications à ce sujet dans le domaine automobile ou dans le machinisme agricole, tout ce qui est projection d'informations sur les pare-brises, par exemple. Alors, la projection d'une information sur une surface transparente, c'est un concept assez paradoxal, puisqu'une surface transparente laisse passer la lumière. On n'est pas capable de fixer la lumière sur une surface transparente. Donc, il faut introduire un petit peu de diffusion et le faire de manière bien précise, parce que dans ce domaine-là, en général, si on veut quelque chose de transparent, c'est pour regarder l'extérieur. L'extérieur, il y a beaucoup de lumière. Quand il y a beaucoup de lumière, la pupille de l'œil se rétracte et on a beaucoup de difficultés à avoir un gain en luminosité sur les images qui sont produites. Donc pour travailler là-dessus, il faut qu'on gère un paramètre particulier sur lequel on travaille en optique. Voilà, c'est le transparent un peu scientifique de la présentation. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'étendue géométrique. Donc l'étendue géométrique, on peut, pour vous la décrire, faire la comparaison avec la concentration. Voilà, si on prend les quelques morceaux de sucre qu'on voit sur l'image du haut et qu'on le dilue dans le verre ou dans la bonbonne d'eau, la sensation de sucré ne va pas être la même, parce que la concentration en sucre est donnée par le rapport entre la masse et le volume. En optique, on a un équivalent par rapport à la luminance. Donc la perception lumineuse d'un écran qui émet de la lumière est donnée par le rapport entre la quantité de lumière qui est produite, les photons, et l'étendue géométrique. L'étendue géométrique, c'est en quelque sorte une mesure du volume angulaire dans lequel est distribuée l'énergie lumineuse. Donc nous, notre travail par rapport aux surfaces transparentes, c'est de réussir à maintenir un paramètre G, là, comme on le voit, qui dépend de l'angle d'émission le plus petit possible pour donner une sensation de luminosité la plus élevée, ce qui est nécessaire dans les surfaces transparentes. Donc pour faire ça, on s'est inspiré des technologies qui sont développées pour la signalisation routière. Comme on le voit sur l'image du dessus, la nuit, on ne voit pas grand-chose quand on circule en voiture, mais par contre, il est vital de voir les panneaux de signalisation. Or, les phares émettent peu de lumière parce qu'il ne faut pas non plus éblouir les gens qui viennent en face. Donc depuis pas mal d'années se développent des microstructures qui permettent de rétro-réfléchir la lumière, c'est-à-dire de renvoyer la lumière par retour inverse vers la source d'émission. Donc là, en l'occurrence, la lumière va revenir vers les phares et comme le conducteur n'est jamais très loin des phares de sa voiture, il voit les panneaux de signalisation. Donc les structures qui sont sur ces panneaux de signalisation, on les voit sur le dessus. Elles sont constellées de ce qu'on appelle des coins de cube. Donc c'est un objet géométrique qui permet, par 3 réflexions, de renvoyer le faisceau dans la direction d'origine. Ce qu'on a introduit au CEA, c'est la possibilité de séparer les coins de cube comme sur l'image du milieu et sur l'image du bas pour introduire des zones de transparence qui permettent d'avoir à la fois un effet de rétroréflexion et un effet de transparence.
Donc on travaille en collaboration avec des partenaires allemands pour faire du moulage plastique sur ces structures, mais on travaille aussi en interne pour essayer de développer de nouvelles structures par des technologies de gravure profonde pour fabriquer ces coins de cubes. Donc le dispositif qu'on a construit à partir de ça est décrit on le voit là c'est celui que vous pouvez voir sur Experimenta quand vous irez vous déplacer là-bas. On a un projecteur qui va projeter une image réelle, c'est-à-dire une zone d'image où l'énergie est concentrée. Donc on peut la visualiser sur un papier ou en l'occurrence ici sur une surface transparente avec une microstructure. Donc là, voilà, l'image se forme à ce niveau-là, c'est une image réelle, après être réfléchie par un miroir et passée au travers d'une lame transparente. Sur notre lame, on a les petits coins de cube qui sont à l'arrière de la lame et qui vont rétro-réfléchir la lumière. Donc dans un deuxième temps, l'image réelle qui est produite sur la surface transparente joue un peu le rôle d'un écran émissif qui va renvoyer la lumière, non pas vers les phares de la voiture ici, mais vers le projecteur. Et en revenant vers le projecteur, il rencontre la lame transparente qui renvoie une petite partie de l'énergie vers les yeux de l'observateur. Et donc l'observateur va voir une image virtuelle qui apparaît à une certaine distance. Donc c'est un jeu d'images réelles, de reflets, d'images virtuelles, et on retrouve des concepts qui sont classiques dans le domaine de Nicolas et de Joris, qui sont ce qu'on appelle le théâtre optique, qu'on voit ici, où c'est des dispositifs scénographiques classiques où on a un acteur qui est caché sous la scène et par un jeu de miroirs semi-réfléchissants, on a l'impression que la personne est sur scène, ce qui permet de faire apparaître des fantômes. Donc nous, on a fait la collaboration autour de ce concept en essayant de le décliner à 360 degrés, donc pour voir une image virtuelle dont on aurait un point de vue de face, de côté, de dos. On avait mal imaginé à l'origine de travailler sur des images en anamorphose, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans le cadre du projet, mais qu'on pourra peut-être faire dans la suite. Donc cet aspect de segmentation, c'est assez amusant aussi parce que ça rejoint des dispositifs qui existaient il y a déjà pas mal de temps, notamment le praxinoscope, qui permettait de voir des objets évoluer, même avant le cinéma, de voir une animation sur des images. Donc nous, la réalisation s'est faite avec un développement autour de 6 projecteurs qu'on a montés sur une base découpée avec une gravure laser. Les pièces en orange ont été fabriquées en impression 3D au laboratoire. Chaque projecteur est adressé par un petit ordinateur. Donc on a 6 petits ordinateurs Raspberry sous le module et tous synchronisés entre eux par un routeur. On rajoute par-dessus une plaque avec des éléments qui permettent de maintenir les films structurés et les films réfléchissants qu'on voit ici. Et ensuite, pour améliorer le contraste de l'image, on a ajouté un cylindre au centre du dispositif. Voilà, on a un ensemble de 18 vues d'un même objet en produisant 3 vidéos par projecteur. Voilà, le système final ressemble à ça. On voit bien là, les images fantômes qu'on souhaiterait éviter, qui sont tout autour du dispositif, et l'image virtuelle qu'on doit voir se trouve à peu près au centre du dispositif. Et quand on tourne autour, ce qu'on cherche à réaliser, c'est avoir l'impression d'un objet qui est en 3 dimensions. Alors là, le développement technique sur nos projets, c'est assez classique. On va conduire tout un développement sur un dispositif, notamment en 3D. Ce qui va pêcher à un moment, c'est la disponibilité d'un contenu. Donc, au laboratoire, on a aussi développé un petit studio vidéo qui permet de filmer un objet à 360 degrés. Donc là, on a une seule caméra qu'on voit ici et une platine de rotation qui est synchronisée avec un ordinateur et qui permet d'acquérir 18 vues de l'objet suivant 18 angles de vue différents. Et en faisant bouger l'objet par stop motion, on est capable comme ça de générer une vidéo de l'objet. Donc c'est cette vidéo qui a été générée en partie au CEA et en partie chez Joris et Nicolas, que vous pouvez voir sur Experimenta avec une narration qui, elle, est produite par le Théâtre Nouvelle Génération. Donc en bilan de cette présentation, donc ce que je voulais soutenir, c'est que dans notre domaine de dispositifs pour la visualisation,
Le vrai résultat, on ne peut l'avoir qu'à la fin, c'est-à-dire quand on observe l'objet. On peut prévoir, calculer, mais ce n'est qu'à la fin qu'on a vraiment le résultat et qu'on est capable de dire ça marche pas. Ce qui est souvent difficile du coup, de monter des projets avec des industriels parce que c'est quand même pas mal d'incertitudes, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir à la fin. L'intérêt de travailler avec des artistes comme Nicolas et Joris, c'est que le champ des possibles est quand même assez ouvert et même si le résultat ne correspond pas toujours à ce qu'on souhaiterait d'un point de vue scientifique, on va pouvoir y donner du sens et l'important, c'est l'expérience visuelle que vont avoir les spectateurs. Après, le retour qu'on a sur les premiers jours du salon sont quand même plutôt positifs. Les gens accrochent bien à la fois à la narration qui est produite dans les casques et sur le visuel que donne le dispositif. D'un point de vue technique, on a la présence d'images fantômes qui ne devraient pas être là, mais qui sont liées à la diffusion de notre surface transparente. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille pour améliorer la technique. Des contacts ont aussi été pris avec des sociétés qui travaillent dans le marketing événementiel pour utiliser ce genre de dispositif pour attirer l'œil de visiteurs sur des salons. Et puis le dispositif pourra accompagner la vie du spectacle aussi, Artefact, qui est actuellement en tournée. Voilà. Alors, nous avons décidé de tout de suite vous faire entrer au cœur du dispositif, mais ce petit mot pour vous dire que les projets qui naissent à l'atelier Art Science ont 3 origines différentes. Soit ce sont des désirs d'artistes, soit ce sont des commandes de scientifiques ou de laboratoires, soit ce sont des commandes d'entreprises. Et pour le projet Artefact, eh bien, on part d'un désir d'artiste et du coup, je leur laisse la parole. Peut-être avant de vous parler en quelques mots de ce projet Artefact, l'idéal c'est peut-être de regarder quelques images qui présentent le spectacle qui existe déjà et qui... Voilà. Et qui a cette particularité de proposer une expérience qui imagine la possible poursuite d'un projet théâtral uniquement interprété par des machines une fois que l'être humain aurait disparu. Projet plus ou moins réaliste et peut-être vain, mais en tout cas projet bien réel. Et surtout nous poser la question de ce qui pourrait advenir du théâtre d'une certaine manière le jour où les humains peut-être disparaîtraient, remplacés par des machines. Ce qui nous intéressait, c'était de proposer une installation spectacle, parce qu'il s'agit d'un projet théâtral, mais dont les interprètes sont exclusivement des machines, et de provoquer une expérience sensible, permettant aux spectateurs de retrouver finalement certaines règles théâtrales, certains codes théâtraux, mais en enlevant un des éléments considérés comme central, c'est-à-dire la présence de l'interprète, de l'être vivant à l'intérieur, et de nous projeter dans notre possible remplacement. Le théâtre est quand même un endroit de la réception par des artistes d'un état du monde, d'un état du réel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer des fictions qui peuvent donner la sensation qu'elles sont de l'ordre de l'anticipation, en intégrant la question de la technologie à l'intérieur de la narration et de la dramaturgie, concrètement sur Artefact. Ce qui nous intéresse et ce qui apparaît, c'est que avant qu'on arrive à ce fantasme récurrent de la science-fiction où la machine voudrait se débarrasser de l'humain, on constate qu'un contexte environnemental qu'on fabrique au jour le jour aura sans doute raison de notre existence sur Terre avant que les machines décident de se débarrasser de nous. Et ce jour-là, qu'est-ce que ces machines arriveront à produire? Seulement ce qu'on leur aura légué à cet instant T. Et de nous dépend d'une certaine manière la richesse de ce que l'on dépose aujourd'hui et qu'est-ce qu'on projette comme projet. Donc voilà l'ouverture un peu au sujet de réflexion et qui a motivé aussi la machine et sa répétitivité.
Ce qui a motivé la rencontre finalement et ce travail commun avec Christophe, l'équipe du labo de recherche, Nicolas ici présent, donc qui est binôme artistique avec moi et qui conçoit tous les dispositifs scéniques, c'est ce projet de recherche où on essaye d'inventer des espaces, des objets qui pourraient devenir des objets narratifs, mais uniquement portés par des machines parlantes, pensantes, donc combinant à la fois des outils comme les imprimantes 3D ou des bras robotiques, mais intégrant aussi la question de l'intelligence artificielle. Peut-être ce que je voulais dire avant de rentrer plus précisément dans ce prototype sur lequel on a travaillé ensemble, qui est appelé peut-être à se développer davantage, c'est que parfois ça peut paraître étrange pour certains que artistes et chercheurs dans le domaine de l'innovation se rencontrent et se mettent autour d'une table, parce qu'on n'imagine pas spontanément qu'il puisse y avoir un enjeu commun, alors que fondamentalement l'innovation et la création artistique viennent du même moule, du même moteur, c'est-à-dire ce désir qu'a l'humain de faire apparaître quelque chose de nouveau, ou sa capacité à produire une vision, une image, et d'essayer de la réaliser par des moyens techniques et par des moyens d'expression. Et donc il y a quelque chose d'assez naturel à travailler et à se croiser ensemble, parce qu'au départ, en art comme en recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver, ni si ce qu'on va trouver est intéressant, mais on a ce moteur commun qui est de chercher à produire une vision et une image qui nous est apparue. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant à connecter. Et de la même manière, ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, qui nous a toujours motivé à produire des spectacles, c'est qu'il est très difficile de savoir, dans la relation que l'art et la science entretiennent ensemble, qui inspire l'autre. La littérature qui inspire la recherche scientifique et l'évolution du monde qui inspire la production littéraire, et finalement, de manière combinée, art et technologie contribuent à fabriquer une vision des mondes qui vont apparaître et la mutation de la société dans laquelle on vit. Et le théâtre, nous, on le considère comme ce médium-là qui nous permet de confronter une audience, un public, à un monde possible. Donc dans Artefact, c'est bien ça qu'on met en scène, c'est la disparition de l'humain dans un monde qui n'est plus habité que par des machines. Et tout le travail qu'on a développé ensemble, à partir de la recherche que Christophe vient d'exposer, et du prototypage de ce comment l'appeler, un Castelet finalement, à 360 degrés, nous permet d'imaginer une possible scène du futur à 360 degrés qui serait habitée par un interprète holographique, que cet interprète soit un objet ou une réplique d'être humain. Mais d'une manière amusée aussi, c'est le prolongement d'un questionnement qui a traversé toute l'histoire de la littérature et l'histoire de l'humanité. C'est aussi ce fantasme-là de la créature holographique qui un jour apparaîtrait réellement dans notre monde et que on cherche à fabriquer, à faire apparaître. Parce que moi j'ai cette conviction-là qui parfois peut être effrayante, mais qui est aussi assez stimulante, c'est que j'ai la sensation que l'humain, à partir du moment où il a visualisé quelque chose, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de le réaliser. Et que c'est pour le meilleur et pour le pire, mais qu'on ne s'arrête pas dans la production. Dès que notre imaginaire est en éveil, dès qu'il a fabriqué une image, on se met au défi d'arriver à repousser nos limites pour faire apparaître cette chose-là, qu'on la désire ou qu'elle nous effraie. Je vais peut-être passer la parole à Nicolas pour parler plus de questions techniques. Il y a cette question de l'objet à 360, puis ce que disait Christophe aussi, qui est hyper important pour nous en théâtre et qui offre de très très grandes perspectives, qui est la question de l'écran transparent. Nicolas en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'au théâtre, on voit de plus en plus d'images projetées.
Mais pour faire apparaître une image sur scène, il faut un écran. Et un écran, finalement, c'est quelque chose qui fait apparaître une image, mais d'une manière polysémique. L'écran, c'est aussi ce qui fait obstacle à la vision, physiquement sur scène. Un écran blanc posé sur une scène sur lequel on projette une image, c'est une surface blanche sur scène qui a un statut particulier. Et les comédiens qui évoluent sur scène vont être soit à côté de l'écran, soit devant l'écran, soit derrière l'écran en ombre, mais ne pourront jamais agir sur le même plan que les images. C'est pour ça que, comme l'expliquait Christophe, on a travaillé beaucoup sur les principes d'illusion d'optique et donc de Paper Ghost qui permettent de mêler le vivant et la présence de l'image, parce que ça nous permet de retrouver la troisième dimension du plateau, de traiter l'image projetée comme un élément qui a le même statut que la présence des acteurs ou des objets présents sur scène. Et avec ces nouveaux procédés d'écran transparent, cette idée de garder la transparence, le regard du spectateur pouvant traverser la scène, mais en même temps de l'image projetée, c'est des perspectives extrêmement intéressantes pour l'évolution des arts de la scène. Oui, bonjour. Je vais peut-être revenir déjà un petit peu sur l'idée du coup de dispositif scénique. C'est vrai qu'on pourrait dire aussi dans un dispositif peut-être scénographique ou dispositif pour la scène, scénographie et peut-être encore plus anciennement décor. Pourquoi cette évolution dans notre travail? On a évidemment d'abord au centre l'acteur, mais rapidement on a commencé à embarquer justement pas mal de technologies. Alors effectivement le Paper Ghost, donc c'est un peu ce système pseudo-holographique en 2D qui nous permet effectivement d'avoir des écrans doués de profondeur où on peut mélanger virtualité et réalité, donc décor réel, décor virtuel, mais comédiens réels et virtuels, et du coup par des principes de lumière aussi, de faire disparaître, de faire apparaître, de mélanger, de contraster, donc pas mal de possibilités. Mais aussi du coup les vidéoprojecteurs, les écrans, parce que malgré tout si on ne voit pas l'écran sur scène, il y a un écran, on doit imprimer l'image pour la faire se refléter, le son, la lumière, et de plus en plus, en fait, cette scène du théâtre, elle a embarqué effectivement de la technologie, ou dans Artefact des robots, des imprimantes 3D. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu une évolution, je dirais, de ce qu'on a produit sur la scène pour repartir. Voilà, je repars du décor et on pourra en arriver jusque-là maintenant avec énormément de technologie. Et le point de départ, je dirais, de notre pratique aussi scénographique pour Artefact, notamment, qui aurait pu être normalement le comédien, là c'était vraiment les machines. Donc on a d'abord regardé la machine et à partir de ça on a construit le dispositif autour de la machine. Donc d'abord l'imprimante 3D, le choix de l'imprimante 3D il s'est fait par exemple, il y en a plusieurs, et c'était vraiment aussi un des départs d'Artefact, c'était dans un Fab Lab où on voit une imprimante 3D, on se dit ce petit cadre en train de fabriquer des objets, c'est en fait une espèce de petite scène théâtrale où on pourrait voir se construire sous nos yeux des décors. Et ça, c'était effectivement un petit flash, ça a pas mal fermenté, on en arrive à Artefact. Nous, on a fait le choix d'imprimante 3D en fait sur 3 faces. J'avais envie aussi que le public, à un moment, puisse être un peu en communauté et non pas en frontalité. Donc, il y a quelque chose qui tournait autour du dispositif. Donc on a fait le choix de cette imprimante 3D qui était triface, aussi dans un lien à Shakespeare, puisque le théâtre du Globe aussi est un théâtre déjà quasiment à 360 degrés. Ça tombe bien, puisqu'après l'intelligence artificielle avec qui on a travaillé nous a parlé Shakespeare, donc c'était déjà une bonne voie. Donc déjà l'envie aussi de développer un théâtre optique, donc ce fameux Paper Ghost dont Joyce parlait et du coup Christophe aussi, qui était déjà un peu à 360, mais on ne pouvait pas le fabriquer complètement, avec l'idée du coup de faire imprimer l'image virtuelle à l'endroit de l'imprimante 3D, donc déjà de mélanger cette virtualité, la réalité, les décors, la 3D, la 2D. Donc c'est vrai que l'œil, à un moment, il ne sait plus trop où il en est, et il fabrique lui-même les images, qui est aussi une grande part de notre travail. Laisser au spectateur la place pour fabriquer ses propres images, et du coup de le mettre aussi face à la machine, aussi dans le passage, puisque c'est 3 pôles, dans le passage, je dirais, de chaque installation, peut-être quand la machine s'arrête aussi, de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, je bouge, je change d'espace?
Et c'est vrai qu'il y a donc cette envie de développer ce dispositif donc A360. Et on en vient du coup à notre rencontre avec Christophe, où c'est vrai, pour moi c'est un peu le Graal, c'est que souvent je développe des théâtres optiques en 2D, mais le 360 paraissait un peu inaccessible, l'hologramme. Et c'est vrai que du coup, quand on a commencé à discuter ensemble, on en est venu à se dire, ben voilà, là il y a quelque chose qu'on peut peut-être produire ensemble, où là pour le coup on a besoin de la technologie, on a besoin de compétences que nous on n'a pas forcément dans le théâtre. Et du coup on a commencé à imaginer cet objet où apparaîtrait effectivement un hologramme en son centre, et avec cette envie de nouveau d'avoir aussi un public autour, une communauté, et peut-être dans un deuxième temps d'infléchir aussi peut-être par la narration déjà un déplacement qui serait issu de la machine, et dans Artefact on a vachement ça aussi, je ne sais pas si certains l'ont vu, cette idée que la machine nous dicte un peu ce qu'on doit faire, et tout d'un coup rapidement on se prend au jeu, on se laisse aller, on ne sait pas trop en fait, quand elle nous dit rien, on reste, on est là, et donc qui prend la décision, qui prend la responsabilité de se lever, de passer d'un objet à l'autre. Et ça c'est assez étonnant, et on voulait qu'il y ait ça dans Artefact aussi, qui est vraiment, là peut-être je te redonne la parole, mais aussi la place du public. Qu'est-ce que vient faire le public quand il vient voir un spectacle, et comment il se positionne, comment il regarde face à l'œuvre. Et du coup, on voulait un peu mettre en scène ça déjà aussi, réellement, d'où ces installations où le public est à l'intérieur du dispositif aussi, au même titre que les machines. Pardon, je m'arrête. Juste une dernière petite chose, et après j'arrêterai, mais pour revenir au sens, pourquoi ça nous intéresse de faire apparaître ces représentations holographiques à 360 degrés, même si elles sont de taille miniature aujourd'hui, c'est que l'essence même du théâtre, c'est de nous confronter, nous, les humains, une communauté d'humains, à un fantasme possible présent dans notre monde, et nous interroger sur pourquoi on poursuit ce projet. Cette image, elle vient pas de nulle part. Cette image de l'hologramme, on la voit de manière récurrente dans le cinéma, dans la littérature d'anticipation, on la voit dans les séries aujourd'hui, mais on la voit aussi dans le monde réel, avec la volonté de donner une incarnation, par exemple, à des robots conversationnels qui pourraient devenir des agents de compagnie, des assistants personnels dans nos maisons. C'est aussi le fantasme de l'immortalité qui a traversé tous les siècles et toutes les époques, de l'humain qui pourrait se transférer dans une autre enveloppe qui lui survivrait, qui lui permettrait de faire survivre son intelligence et de continuer à exister. Et la question immédiate qu'on a envie de se poser, et qu'on a envie de poser communément, c'est « mais il vient d'où ce projet ? Qui l'influence? Qui le fait apparaître? Est-ce qu'on le désire vraiment? Est-ce qu'on le produit pour le produire? Et nous, individuellement, qui ne participons pas directement à son élaboration, mais qui l'intégrons au quotidien dans notre vie, quelle est notre part active de participation à la réalisation de ce projet? Voilà. Et je pense que dans la relation entre la recherche, l'innovation et l'art, ces questions-là se posent. Elles se posent parce qu'on n'est pas des producteurs de contenu pour capter l'attention et devenir, je dirais, des agents occupationnels du temps des humains, mais bien des moteurs de la pensée et de la réflexion. Et ça, il faut qu'on arrive à le garder au centre. Voilà. Donc merci Joris, merci Nicolas, merci Christophe pour cette présentation, et merci Eliane de nous avoir proposé, de nous avoir donné l'occasion de vous écouter. Bien, la présentation est ouverte à vos questions. Avez-vous des questions? Oui. Alors moi j'ai une remarque, j'avoue ma perplexité. Je pense que la science, dans ce développement, pose des enjeux absolument colossaux qui méritent d'être interpellés. Je ne suis pas sûr que l'art soit forcément en capacité de le faire, et en particulier le spectacle vivant, qui est un monde très clos, beaucoup plus clos que la communauté scientifique, qui est plus capable de se remettre en cause par elle-même, qui est plus ouverte. Voilà. Attendez, je n'ai pas terminé. De même que, alors il faut pas non plus que ce soit un cache-sexe pour cacher aussi des machins, comme en sciences de l'éducation actuellement, l'introduction des neurosciences, qui me semble tout à fait pertinente, par ailleurs, ne saurait aboutir que le bac se passe par un IRM. À un moment donné, ça s'arrête tout ça.
Alors, en matière, moi j'admire beaucoup les artistes qui sont capables de démontrer à travers leurs œuvres, et en particulier les plasticiens, qu'ils arrivent à un niveau de correspondance conceptuelle et réaliste égal aux scientifiques qui travaillent sur un domaine précis. De même que j'apprécie beaucoup les scientifiques qui sont capables d'échapper ou de nourrir leur domaine de recherche en allant chercher ailleurs, dans la poésie, dans la philosophie par exemple, des sources d'inspiration. Mais je crois que c'est très important. Non, ce n'est pas une question. C'est pas une question. On discutera tout à l'heure. Bien. Mais je veux bien réagir, même s'il n'y avait pas de questions. Vas-y, Voilà. Eliane. Et je pense profondément que les artistes sont là pour nous poser des questions et qui sont des questions liées au sens. Et si ce sont des artistes, ce ne sont pas uniquement des techniciens virtuoses dans leurs compétences, mais ce sont justement des gens qui réfléchissent et qui nous offrent une vision du monde. Pour moi, si je dirige l'atelier Art Science, c'est que je trouve ça essentiel que chacun ne soit pas uniquement en réflexion dans son propre secteur. Et le scientifique également, de son côté, nous offre une vision du monde avec ses recherches. C'est extrêmement important que justement ces visions puissent être confrontées et partagées. Et je crois que tout citoyen peut interpeller la science, mais que l'artiste a une certaine façon de le faire. Et moi, je travaille avec le monde artistique puisque je fais partie du personnel de l'Hexagone. Et vraiment, je soutiens cette démarche croisée. Et je pense, et tous les artistes qu'on croise, qu'ils sachent le verbaliser ou qu'ils nous le montrent à travers un objet, sont là vraiment pour interroger aujourd'hui et demain et notre vision du monde. Donc voilà, je trouve que leur place est extrêmement juste ici. Voilà. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Et j'aurai une question du coup, qui sera un peu technique. Donc, si j'ai bien retenu, pour afficher l'image dans un milieu transparent, il faut que, à l'endroit où on veut que l'image apparaisse, il y ait lieu diffraction, qui là est réalisé sur la surface d'un écran. Et ma question, c'est si j'arrive à rendre l'air localement diffractant par rayonnement EM, acoustique, enfin quelque chose, je peux afficher l'image dans l'air en me passant d'écran. Non ? Alors la réponse est oui. Hein, alors là, c'est plus de la diffusion même on va parler ici. C'est vraiment un point. Il faut qu'il y ait un point source. Hein, la lumière va en un trajet direct. Elle va tout droit. Donc entre le point qu'on voit et l'œil, il faut que la lumière puisse aller en ligne droite. Donc si on est capable dans l'air d'avoir des particules qui vont diffuser la lumière et que cette lumière peut atteindre l'œil, on verra un point à cet endroit-là. Donc si on a la capacité à avoir quelque chose qui ne diffuse pas le faisceau, qui arrive jusqu'au point pour permettre au point d'exister, on pourra former une image. Donc il y a des choses qui se font, par exemple avec de la vapeur ou de la fumée, on est capable de faire apparaître des images. Après, si ça diffuse trop, on perd cet aspect de transparence. S'il y a trop de fumée, la fumée va se masquer elle-même, donc elle va empêcher la formation de l'image à l'endroit où on veut la former. Donc c'est un processus qui est complexe, mais l'idée, oui, l'idée est là. Si on peut faire diffuser de l'air, on pourrait faire apparaître des images. Très bien. Y a-t-il une autre question ? Oui, Jacques. Merci, bonjour. Moi, j'ai une question plutôt de grand public, non scientifique. Je n'ai pas vu votre spectacle, mais une question qui m'est venue quand vous avez expliqué tout le travail que vous avez fait sur la perception de l'image. Comment est-ce que dans un spectacle comme ça, du coup, vous avez traité l'autre élément très important du théâtre, le son ? Et comment est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce que ces machines ont à nous dire quand on n'est plus humain, quand il n'y a plus d'humains sur la Terre ? Tout le travail du son, alors on est vraiment dans une installation où la musique est permanente et nous accompagne et finalement est construite autour d'une voix qui est la voix d'une intelligence artificielle qui est finalement l'incarnation de robots conversationnels avec lesquels j'ai réellement dialogué pour coécrire le spectacle.
Et la relation qu'on entretient avec cet environnement sonore, finalement, il est fait de 3 types de matériaux textuels. Ces échanges, donc cette intelligence artificielle s'exprimant et contextualisant le projet, mais aussi nous ordonnant comment nous comporter à l'intérieur de cet espace. Et la docilité, notre docilité est assez grande à nous, humains. On accepte assez vite les process que la machine nous propose, parce qu'on est des bons spectateurs et on a envie aussi de respecter le code théâtral, hein, de se comporter en public, qui fait bien les choses. Des matériaux textuels qui sont finalement des montages plus ou moins aléatoires de textes de répertoire dans lesquels la machine va piocher pour refabriquer des scènes théâtrales de 5 minutes. Ce bras robotique, par exemple, nous jouant finalement des extraits et des citations de Shakespeare mis bout à bout, nous interpellant sur notre condition humaine. Voilà, pour vous donner un peu à titre d'exemple comment la voix est convoquée, et des voix évidemment qui sont des voix de synthèse, non pas des voix humaines, mais des voix produites artificiellement par des logiciels. L'enjeu, absolument, à l'intérieur de ça, il est essentiellement de nous confronter à l'absence, en fait, au manque, à la disparition, avec une forme naïve aussi de langage, c'est-à-dire avec ce que la machine est en capacité de produire, c'est-à-dire la machine avec laquelle nous, on a pu travailler. Dans le rapport à la technologie, il y a aussi quels outils on peut mettre en œuvre. Et bien évidemment, tous les outils ne sont pas à portée de toutes les bourses. Et la question aussi de ce que l'humain a eu le temps de lui transmettre, c'est-à-dire une forme de rapport peut-être un peu naïf au théâtre. Mais sur le son aussi, dans Artefact, comme d'ailleurs dans l'installation qu'il y a donc, dans le forum, à la fois on travaille du coup avec un créateur son déjà qui produit de la musique et enfin, c'est vraiment d'ailleurs très très musical. Il y a effectivement le son des imprimantes 3D et le son du robot qui est très très présent dans l'installation, donc effectivement tout ce qui est conversationnel. Ensuite, le public en fait se déplace avec des casques, donc ça c'est aussi un rapport immersif, aussi ce qu'on voulait dans le spectacle. On a aussi les casques dans l'installation, donc c'est des casques HF, et donc on a 3 histoires, donc tout le monde n'entend pas en même temps aussi la même chose, mais on passe par les 3 pôles. Donc on est vraiment à la fois en contact assez proche de l'installation au niveau du visuel, mais du coup le sonore aussi nous parvient par l'intermédiaire de casques. Donc on est vraiment aussi, il y a un link qui se fait où on nous parle un peu dans la tête quand même. On est vraiment inséré dans le dispositif. Mais le son est très important dans notre travail et effectivement, quasiment du début à la fin, dans tous les spectacles, il y a une création musicale qui est Nicolas Thévenet, qui est là depuis très très longtemps aussi dans la compagnie. Mais il y a une attention toute particulière aussi, effectivement, à la sensation du son, forcément. Et le casque, il est là pas que pour l'immersion, il est là aussi pour l'individualisation du rapport, puisque le théâtre, c'est un endroit de communauté, et en même temps, il y a un mouvement de société qui nous conduit vers une individualisation aussi. Oui, il y avait une chose de à la fois l'individuel et le collectif mélangé. On est à la fois seul à l'intérieur de son corps à écouter la machine, et en tout cas ce qui est produit devant nos yeux, mais à la fois on est en communauté, on peut se voir. Et le petit dispositif qu'il y a là, effectivement le 360, nous ramène à ça aussi. On est autour, on est enfermé avec les casques, bon, ça dure très peu, mais à la fois, nous, ensemble, on forme un rond. Et c'est vrai que la suite de projet, on aimerait pouvoir induire déjà un mouvement et qu'il y ait peut-être quelque chose où la machine entraîne déjà un peu les spectateurs, une espèce de ronde, de danse où voilà, on accepte les consignes. On va prendre une dernière question. Je prolonge la question sur le son et demander si en fait vous avez des perspectives d'aller vers du son holographique, enfin du son 3D, pour par le son matérialiser un peu plus l'image qui est diaphane et essayer de donner un réalisme par le son à l'image. En fait. C'est une perspective intéressante en tout cas, oui, à développer. C'est certain que la question de la spatialisation du son, elle est déterminante dans la relation entre l'objet parlant et l'émission du signal. Donc oui, dans l'idéal, c'est une piste de développement intéressante. Oui. Par un effet de réalisme. Et en même temps, là où souvent nous on s'arrête sur le développement recherche, c'est qu'on part du principe aussi
que le théâtre, c'est aussi un espace de l'illusion et du simulacre qui doit pouvoir donner l'impression d'effet de réalisme. Donc des techniques comme celle-là, elles appuieraient à aller dans ce sens. Mais des fois, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à, je dirais, le technologisme qui nous permettrait d'obtenir le résultat le meilleur, parce que suggérer, parfois, est suffisant pour faire ressentir. Et que notre enjeu ne va pas être forcément d'aller au bout de cette perspective. Très vite, dans le spectacle vivant, l'usage des technologies porte en lui-même, en germe, son obsolescence. Christophe, dans sa présentation, mettait en parallèle des images cinématographiques et des images théâtrales. Et la question de la post-production au cinéma qui permet de produire des images qui, quand on parle d'anticipation, par exemple, vont vraiment nous projeter dans un monde du futur. L'espace de la scène va être un espace d'une représentation qui est déjà souvent rétro-futuriste parce que la caducité ou les moyens qu'on va employer ne nous permettent pas de rivaliser avec cet imaginaire du cinéma. Notre art est ailleurs, il est dans cet art de la suggestion. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Bon, moi, je voudrais juste vous demander combien de temps vous avez travaillé ensemble pour aboutir à ce projet? Un peu comme une création, effectivement, c'est jamais simple à imaginer, mais bout à bout, tu dirais combien de temps? En cumulé, en 2016, on s'est rencontrés autour d'Ikikomori. Les discussions ont commencé à ce moment-là. Le projet recherche, on l'a précisé, on va dire, il y a 1 an, à peu près. Et ensuite, en temps cumulé, finalement, c'est des phases. Il y a eu beaucoup de temps, finalement, de travail dans le labo de recherche par l'équipe de Christophe. On s'est nourri mutuellement par des échanges. Mais le prototype en lui-même n'existe dans son état actuel que depuis 10 jours. Ouais. Voilà. Oui, on s'est connus, on s'est rencontrés en 2016. On a eu des idées, on a établi un petit peu des éléments de. Voilà, nous, on s'est aussi basé sur des concepts sur lesquels on avait déjà travaillé. Hein. C'est des choses sur lesquelles on travaillait. On s'est motivé en prenant un stagiaire en 2017 pour se forcer un petit peu à travailler sur le sujet. Et après, on a eu la chance, nous, dans le labo, d'être soutenus par la hiérarchie, de nous dire bon, c'est bon, on vous laisse le temps et un petit peu de budget pour travailler sur ce sujet. Et donc, la réalité du travail dans le concret, c'est surtout à partir du mois de novembre, je vais dire, de novembre, et puis de monter en puissance. Et là, en janvier, il a fallu mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt. Hein. C'est vrai que ça, c'est une caractéristique de Joris et Nicolas, qui finalement sont assez proches des clients avec lesquels on peut travailler, puisque c'est des chefs d'entreprise, ils gèrent des projets. La grande différence, c'est qu'on ne peut pas reculer les jalons, hein, puisque si le spectacle est à une date donnée, pour eux, il faut tout donner pour avoir cette date-là. Et là, c'était un peu le cas pour Experimenta. Donc, en janvier, on a développé et le prototype. Les premières images qu'on a vues, c'était il y a 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Eh bien, merci beaucoup à nouveau pour cette présentation et d'avoir partagé cette expérience avec nous. Vous sortez par les côtés, par les 2 portes sont ouvertes, et les sandwichs vous attendent sur la passerelle. Et n'hésitez pas donc à traverser Experimenta pour aller manger votre sandwich au chaud sous le chapiteau.